Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour cette nouvelle semaine. Alors j'espère que cette fois, le début du podcast va coïncider avec la fin de la musique, pas comme la semaine dernière où apparemment il y avait 1 minute 30 de blanc entre la fin du générique et le moment où on commençait à parler. On se demande qui a bien pu faire un montage aussi catastrophique que celui-là. Si je tiens cette personne, je tiens à vous le dire, il sera fouetté sur la place publique. Pour être avec moi dans ce nouveau podcast d'actu autour de la NFL, on va vous détailler le programme juste après. Il y a mon Seb. Salut Seb, comment tu vas ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Fla. Eh bien écoute, ça va très bien. Nouvelle semaine en compagnie de mes compadres de The Playoff. On va aborder plein de sujets d'actu, parce que mine de rien, il se passe des choses en NFL, même si ça joue pas, il se passe des choses entre la fin de la saison et la draft. On va parler un petit peu de tout ça ensemble. Avec mon Yaya, salut mon Yaya, comment ça va ? Ça va très bien. Alors, juste une petite requête. La personne qui a monté le podcast. Lance. Oh, non, joli. lance-roquette. Le lance-roquette. Ah oui, non, oui, mais non, c'était pas ça. Je pense qu'il faudrait juste ne pas le fouetter parce qu'il pourrait aimer ça. Je crois savoir qui c'est et il aime beaucoup ça. Donc, non. Voilà. Si tu veux le punir, tu fais autre chose. Tu tiens ça de tes soirées parisiennes. On en reparlera le 13 juillet, si tu veux. Et mon Vince, salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes. Très très bien, effectivement. On attaque le mois d'avril, ce mois charnière dans la NBA, avec la draft qui approche à grands pas. La NBA la NFL, oh là là, voilà. Voilà. Le mois d'avril, le changement d'heure, tout ça, ça n'a plus du tout. Un long week-end. Non, mais effectivement, de belles choses à arriver dans ce mois d'avril pour la NFL. Et effectivement, une belle actualité avec pas mal de sujets différents, donc c'est assez sympa. On va parler notamment des Bengals et du possible déménagement de la franchise en 2026 et aussi des lieux d'expansion qui pourraient en découler. C'est une info qui est tombée en fin de semaine dernière, mais juste avant, on va parler de ces défenseurs à la recherche toujours de leur contrat jusqu'à pour la saison. Peut-être pas prochaine, mais pour la suivante au moins, et notamment de Micah Parsons et de Trey Hendrickson, deux joueurs qui devraient affoler, au moins pour l'un, les compteurs au niveau des contrats, mais qui pour l'instant n'ont toujours rien signé. On va commencer par le cas du joueur de Dallas, Micah Parsons, qui, pour rappel, est en contrat jusqu'en fin 2025, c'est ça, hein, jusqu'à la fin de la saison 2025, c'est son année de sa cinquième année d'option, et on va avoir donc forcément une négociation qui va se lancer pour le prolonger. Il y a peu de chances que Dallas le laisse partir aussi facilement que ça. D'ailleurs, première question, mon Seb, est-ce que c'est le bon moment pour prolonger Micah Parsons ou est-ce que finalement ils peuvent se permettre d'attendre la fin de saison prochaine ? Ah, alors la belle question, mais là on arrive sur un des péchés mignons de Dallas, c'est leur très forte tendance à re-signer, à prolonger leurs joueurs clés au dernier moment, voire le plus tard possible. Alors la conséquence, c'est voire que trop tard. voire trop tard. La conséquence, enfin trop tard. Dans le cas de Micah Parsons, a priori un départ est pas dans les n'est pas dans les tuyaux. Mais la conséquence, c'est que, enfin on l'a dit à plusieurs reprises, plus tu re-signes un joueur tard, plus tu vas le payer cher. Alors dans le cas de Micah Parsons, c'est vrai qu'on est un petit peu dans le flou. Juste pour rappel, Micah Parsons depuis 2021, c'est 256 plaquages, 52,5 sacs et 9 fumbles forcés. S'il devait partir, ça serait quand même un sacré trou dans la défense. Et on est à peu près certain qu'il va re-signer. D'après Jerry Jones, c'est une déclaration qui datait du 1er avril, et je pense pas que c'est un poisson. La majorité des détails concernant son contrat étaient réglés. Mais dans le même temps, il a mis une sorte de coup de pression que je trouve étrange, en disant de Micah Parsons qu'il devait se comporter comme le joueur et le leader qu'il souhaite être au regard de ses prétentions salariales. Donc, ça, on connaît un petit peu la politique de Jerry Jones, qui est de souffler un petit peu le chaud et le froid dans ce type de négociation. D'après les insiders, Micah Parsons, il pourrait signer d'ici les camps d'entraînement. Et quant à cette tendance à signer très tard, Jerry Jones, il a un argument là-dessus. Il a dit qu'il préférait signer plus tard et payer plus cher, mais que
les choses soient bien faites, que le contrat soit bien ficelé, plutôt que de se précipiter et de rater certains détails qui pourraient coûter justement très très cher sur le moyen terme à la franchise. Du coup, ça expliquerait cette espèce de politique qu'on a souvent critiquée et qui est assez étrange. Et moi, alors, bien que je sois très critique envers la personnalité de Jerry Jones, je dois reconnaître que c'est un argument pour moi qui est recevable. Est-ce que pour toi, Yaya, Jerry Jones fait bien les choses dans ce dossier Micah Parsons? On sait qu'on connaît les histoires d'inflation à chaque nouveau contrat. Voilà, pour les joueurs défensifs, je pense que l'inflation elle a déjà eu lieu cette saison. Donc de toute façon, Oui, mais maintenant qu'il le signe dans un mois ou deux, ce sera. Mais d'ici à l'an prochain, je te l'accorde, ce sera encore plus important. Oui. Là, pour l'instant, je suis sur un site spécialisé. Micah Parsons, c'est 8,60% de la masse salariale. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver de la place pour après. Il va falloir couper des joueurs, faire de la place dans le cap pour le garder. Donc, est-ce que tu n'aurais pas intérêt, effectivement, à le signer assez rapidement, avant les camps d'entraînement? Est-ce que la direction à la tête à sa re-signature, sachant qu'il reste un an de contrat, c'est ça, parce qu'il y a la draft qui arrive. Je ne sais pas ce qui est dans la tête de Jerry Jones. On sait que l'an passé, ils ont attendu, et du coup, ils se sont retrouvés avec 2 gros contrats signés en tout début de saison, que ce soit Sidi Lamb, Monsieur Agnew, comme dirait quelqu'un que l'on salue bien bas, Wake, et Dak Prescott. Donc, tu vois, à vouloir trop attendre, du coup, tu as signé le plus gros quarterback, le plus gros contrat, un quarterback. Donc, je ne sais pas. Un quarterback qui, pour beaucoup, est encore critiqué sur le fait qu'il fasse gagner, qu'il puisse emmener les Cowboys jusqu'au Super Bowl, voire jusqu'au titre. Écoute, alors juste une chose, c'est-à-dire que quand tu signes un joueur, des fois il y a des obligations de marché qui t'obligent à signer aussi haut. Hein. Il est à 2 doigts de nous reparler de Daniel Jones. Attention, ça va arriver. Oula. Non, mais je peux te parler également de Trevor Lawrence. Oui, ça voilà. Ou d'un quarterback qui a un pied beau, comment il s'appelle, Derek Carr. Enfin voilà, il y en a d'autres. Oui, le contrat de Derek Carr il commence à dater un petit peu maintenant. Hein, c'était il y a déjà 2 ans. Bon, on va leur pardonner. Et je rappelle qu'il a été signé quasiment au même montant que Daniel Jones. Hein. Bon, bref, ça c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait aussi notre ami Wake. Justement, Vince, si tu as trouvé l'info sur quel contrat pour MicahParsons.com, tu le mettrais à quel montant, toi, Micah Parsons? On sait que les Cowboys, Seb avait parlé tout à l'heure de négociations qui s'étaient faites, et je vais revenir dessus parce que elles ont été très spéciales visiblement, mais apparemment, ils avaient fait une proposition, les Cowboys, qui était de faire de Micah Parsons le joueur le mieux payé hors quarterback en NFL. Est-ce que pour toi, c'est le niveau qu'il mérite? C'est difficile de répondre à ça parce que effectivement, c'est un très très bon joueur. J'attends de voir. Il a prouvé, il a confirmé. Donc oui, il mérite un contrat, il mérite un beau contrat. Il a tout ce qu'il faut pour l'avoir, si ce n'est peut-être effectivement cette franchise et cette gestion des joueurs qui est somme toute assez particulière. J'entends l'argument de Jerry Jones et effectivement je suis un peu comme Seb assez mitigé sur la gestion du bonhomme, mais c'est un argument qui est tout à fait recevable. Il faut bien se poser la question aussi de se dire que s'il avait signé dès le départ, on n'aurait pas les cas Myles Garrett dont on a parlé, mais aussi Daniel Hunter et Max Crosby qui ont re-signé pour pléthore cette année. Donc c'est vrai que ça va pencher dans la balance. Pour rappel, Myles Garrett c'est 40 millions de dollars par an, Daniel Hunter c'est 35,6 et Max Crosby on est à 35,5. Donc on se situe... Alors, dans la proposition qu'aurait été faite, ce serait 41 millions annuels pour Micah Parsons. Alors, voilà. Donc juste au-dessus de Myles Garrett, apparemment. Alors, c'est effectivement un super contrat. Pour moi,
je ne pense pas que Micah Parsons reste pour autant le meilleur pass rusher de la ligue. C'est un des meilleurs, à n'en pas douter. Je ne le qualifierai pas de meilleur pass rusher de la ligue, mais il a une influence très grande sur le jeu de Dallas, sur l'équipe des Cowboys et sur la défense en général. J'ai du mal avec ces chiffres vraiment annoncés, là, 41 millions. Je veux bien entendre qu'on fasse tout pour ne pas louper de détails dans son contrat, tout ça, c'est très bien. Maintenant, si au final c'est pour entendre, on l'a signé à 41 millions et il n'y a rien d'exclusif sur son contrat de particulier, je me dis que c'est un peu perdu, que Dallas aurait pu se passer de ce désagrément-là, parce que mine de rien, le bonhomme, qu'il signe à Dallas ou pas, il est déjà en train de préparer sa saison d'après, et ces ennuis-là derrière lui, c'est quelqu'un de peu plus centré sur sa saison à venir, parce que c'est maintenant qu'elle commence la saison pour tous les joueurs. Ils sont en pleine muscu, en pleine préparation, et individuel, oui, moi aussi. Et donc forcément, c'est important d'arriver serein dans ces phases-là. D'ailleurs, on sent Vince un peu chafouin sur le contrat parce qu'on rappelle qu'il n'a pas, lui, signé pour TPO pour 41 millions de dollars, malgré les nombreuses demandes qui ont été faites auprès du board de TPO. Bon, il va falloir t'en remettre, Vince. Les 37 millions qu'on t'a accordés sont déjà pas mal, je trouve. Donc c'est déjà pas mal. Faut pas tirer sur la corde non plus. À un moment, elle finit par casser, sinon. En parlant de contrat, je sais pas si vous avez vu cette histoire absolument délirante avec l'agent de Micah Parsons. Jerry Jones aurait négocier le contrat directement avec Micah Parsons. Donc, il a demandé un rendez-vous avec Micah Parsons à la fin du mois de mars, des discussions qui auraient duré près de 6 heures. Et ensuite, à la réunion des coachs et des propriétaires de franchise, Jerry Jones a dit de toute façon, l'agent ne rentre absolument pas en considération. Je n'ai pas besoin de lui. Donc, je peux discuter directement avec mes joueurs. Alors, à ce qui paraît, c'est une méthode très souvent employée par Jerry Jones, de se passer de l'agent. Et alors, quand je vais vous dire qui est l'agent, si vous n'avez pas vu, il s'agit de David Mulugheta. Alors, ça vous dit peut-être rien. David Guetta, oui, mais Mulugheta, peut-être rien. C'est un agent qui est connu dans le monde du foot US pour être particulièrement fort pour négocier les contrats, puisque c'est l'agent d'un certain Deshaun Watson. Par exemple, il n'est pas venu lui parler, le père Jerry. Par exemple, c'est lui qui a fait le contrat de Jesse Horn aussi du côté des Panthers, qui a été plutôt bien rémunéré aussi. Bah oui. Bref, il y a eu il a quelques cordes à son arc niveau. Ce serait l'agent de Kirk Cousins. Ça m'étonnerait pas non plus, tu vois. Ça pourrait. Mais Deshaun Watson, c'est sûr, le contrat des Browns a été négocié par cet agent-là. Et il a dit, en gros, de toute façon, moi j'ai pas besoin de l'agent. Il fait pas partie du schéma. Micah Parsons lui a répondu, de toute façon, sans mon agent, je ne signerai rien parce que j'ai besoin de lui pour savoir. Comme toutes les bonnes personnes, je me suis entouré de quelqu'un d'intelligent pour voir si le contrat était bon. Et donc, ça se fera avec mon agent. Bref. Un petit bras de fer qui s'annonce sympathique. Ça t'inspire quoi, toi, mon Seb, je veux pas de l'agent? Le groupe c'est du Jerry Jones tout craché. Voilà, j'ai envie. Non, c'est certainement une méthode de roublard. C'est une méthode de gros malin. Mais une méthode de Jerry Jones, d'ailleurs. Une méthode de Jerry Jones. Oui, voilà, une méthode de roublard. Je pense que, voilà, tu l'as dit, Flav, a priori, ce serait une méthode qu'il utilise régulièrement. Je pense qu'il n'est pas le seul propriétaire de NFL à tenter ça, mais à un moment, l'agent, il intervient forcément, parce que de toute façon, l'agent, il veut son pourcentage, il travaille pour ça. Oui. Peut-être aussi une forme de coup de pression sur la négociation, et puis bon... prendre ton joueur en otage pendant 6 heures pour négocier, ouf, c'est rude, quoi. Tu demandes rendez-vous à ton patron, tu restes dans le bureau pendant 6 heures. C'est quelque chose. Vous faites tous pareil avec Charles, on le sait tous. C'est pas la peine de le cacher. Et vous le prenez en otage. Donne-moi un ordinateur, tant qu'il a pas cédé. À ce qui paraît, alors j'ai lu cette anecdote en faisant les recherches justement avec cette histoire d'agent. Jerry Jones aurait fait à peu près la même chose avec, je sais pas si vous vous souvenez de Jimmy Smith, le receveur qui a été drafté en 1992. Et en fait, Jerry Jones a dit,
a appelé Jimmy Smith et lui a dit, en gros, donc il a été choisi au 2e tour, donc ils avaient 7 minutes pour choisir, et il a dit, bon bah voilà le contrat que je te propose, soit tu dis oui dans les 7 minutes sans en parler à ton agent, et dans ce cas-là on le choisit, soit tu dis non, et tant pis, tu iras dans l'équipe qui restera et qui voudra bien de toi. Il lui a mis une pression comme ça, le gars a dit oui d'accord, il en a profité pour négocier un contrat bien en dessous de ce qu'était payé un receveur rookie à cette époque-là. Voilà. C'est du Jerry Jones, quoi. Et l'agent de Jimmy Smith avait ensuite rattrapé le coup en disant à Jerry Jones, non, par contre, ce montant-là, ça va pas du tout. Ils avaient révisé le contrat quelques semaines plus tard. Mais le jour de la draft, il avait appelé en disant, soit t'acceptes ça, soit sinon, bah, tant pis pour toi. Et sans qu'il puisse en parler, sans qu'il ait le temps d'en parler à son agent. Voilà. C'est du Jerry Jones, quoi. Bon, Yaya, tu le connais bien, Jerry Jones. C'est un copain de ta div. Oui. Bah, après. C'est quelqu'un que t'affectionnes. Ça, on le sait, t'as un poster chez lui. Chez toi, t'as un poster tous les soirs. Alors, tu pries il a un poster de moi chez lui, oui, tout à fait, effectivement, oui. Il a Jerry Jones et Eli Manning. Il y a les deux posters chez lui. Voilà. Et surtout, tu vois, il y a un petit autographe sur le AT&T Center du premier match. Ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà. Micah Parsons, il sort de son contrat rookie là actuellement. Oui. Donc il est dans son contrat rookie. Voilà, il sortirait de son contrat rookie. Donc il faut bien aussi se rendre compte que ces 41 millions d'euros dont on parle, c'est un x10 sur son contrat. C'est quand même une augmentation. Plus qu'une augmentation, une revalorisation formidable. Et après, je pense pas que quelqu'un en sortie de contrat rookie ait déjà touché autant. Je dis peut-être une bêtise. Hors QB, 41 millions, forcément que non, puisque ce serait le record historique. Donc non. Ouais. Mais bon, non, là, déjà, tu prends un Jamar Chase déjà cette saison qui va sortir de son contrat rookie l'an prochain aussi. Lui aussi, il fait une belle plus-value. Hein. Oui, c'est vrai, après, voilà, comme l'a dit Seb, le groupe vit bien, effectivement, toutes ces déclarations sur ses contrats et tout. Moi, je pense que ça ne le met pas vraiment en confiance il faut qu'il arrive à se vider la tête et à faire sa préparation physique de son côté tranquille, mais il est forcément phagocyté par toutes ces histoires-là. Après, moi, à titre personnel, je pense vraiment que c'est business as usual à Dallas. Hein. C'est oui, mais c'est comme d'hab dans ces cas-là. Donc, je pense que Micah Parsons, il connaît bien la culture du club maintenant. Oui, mais Seb, justement, je suis d'accord avec toi, mais d'ailleurs, c'est aussi une des envies que peuvent avoir les joueurs de se dire, on va voir ailleurs, parce qu'ailleurs, au moins, on est revalorisé rapidement, directement, et bien valorisé. Les cas des 3 qui ont signé là, c'est fait tout de suite. Donc, d'un autre côté, ça a son penchant un peu négatif. Alors, il y a juste un truc que tu n'as peut-être pas, mais dans l'État du Texas... Le talent. Oui, je sais, il y a des taxes. Non, il y a 0 impôt sur le revenu. Ça veut dire que c'est net. Ça veut dire que oui, mais voilà. Donc, c'est un vrai avantage. Son fiche, il les paye pas, ses impôts. Vince. Oui, oui. On sait. T'envoies des petites lettres au fisc, telles dans les. Enfin, certaines. D'ailleurs, on a l'adresse, le fisc, si vous voulez. Voilà. C'est négocié dans mon contrat de 37 millions, c'est hors impôt. C'est le playoff qui paye ses impôts. En plus, c'est planqué au Vanuatu, quoi. Ouais. Blague mise à part, c'est un vrai avantage du côté de Dallas pour faire venir, et même Houston pour faire venir du monde. Ça, on pourra rebondir avec le sujet plus tard dans le podcast. D'accord, tu rebondiras à ce moment-là, mais tu me feras signe parce que d'ici là j'aurais oublié, donc pas de souci. Faut pas oublier de me le rappeler, tu vois, parce que après tu vas pas râler en antenne, tu m'as pas laissé dire ça, je sais pas quoi. Tiens, d'ailleurs à Dallas cette semaine on a une arrivée, c'est Joe Milton qui est arrivé comme backup de Dak Prescott, l'ancien quarterback des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Voilà. Bon, pas sûr que ce soit l'info qui change le cours de la saison, mais c'est toujours bon à savoir et bon à rappeler que nous sommes connectés sur l'actualité. On parle un peu de Trent Richardson dans cette fourmilière là. Oui, Aaron Rodgers et Dak Prescott, oui, les deux ensemble, tiens, pourquoi pas.
je disais, on passe à Trent Hendrickson, les amis. Notre ami Trent Hendrickson, alors on rappelle, la situation n'est pas la même pour Trent Hendrickson, parce que lui, il est toujours sous contrat avec les Bengals de Cincinnati, mais il a été autorisé à chercher un trade. Alors pour l'instant, ça fait quoi, 3 semaines, 1 mois qu'il est autorisé à chercher un trade. Bon, visiblement, ils l'ont toujours pas trouvé. Donc c'est pas gagné tout de suite, mais il est toujours en recherche de trade. Et alors, on a eu là aussi pendant la réunion annuelle, le meeting des propriétaires, une sortie de la vice-présidente des Bengals de Cincinnati qui a dit de toute façon, en gros, Trent Hendrickson, s'il veut un gros contrat, il avait qu'à le mériter, hein, grosso modo. Je simplifie un peu sa déclaration. Et Trent Hendrickson a dit oui, en même temps, ils m'ont jamais appelé pour me proposer quoi que ce soit. Donc, le groupe vit bien. Dirait un certain Saib. Trent Hendrickson, le problème, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part, mon Yaya? Tu le vois où, toi, Trent Hendrickson? Parce que s'il n'a pas de trade, il va rester la saison prochaine. Exactement, et il repartira libre. Il partira libre l'année suivante. Et toi, tu le vois continuer chez Bengals? Ou servir de monnaie d'échange pendant la draft? Pour moi, c'est clairement une grosse monnaie d'échange pour la draft. Je vois bien essayer de monter à la draft avec Trey Hendrickson. Je pense qu'il y a des équipes qui sauront apprécier à sa juste valeur. Il y a des rumeurs comme quoi Chicago serait très intéressé. Qui ne serait pas intéressé d'ailleurs par un pass rusher de son niveau. Bon, je pense que la façon de gérer, on en reparlera après, de Cincinnati, les prolongations de contrat et le management des priorités est un peu particulière. J'ai l'impression. Moi, je le vois partir, je le vois servir de monnaie d'échange, peut-être juste avant la draft, peut-être le soir de la draft. On sait que les trades, il n'y en a pas tant que ça en NFL, et c'est pas joueur contre joueur, c'est joueur contre tour de draft. Je pense qu'il voudrait au moins un premier tour, plus d'autres choses. Ah oui. En dessous, je pense pas qu'il parte. Donc, je serais lui. Voilà. Alors, si en plus, derrière, dans la presse, on respecte pas le joueur, c'est compliqué. Oui, surtout que joueur qui jusque-là, de ma connaissance, assez lointaine, des Bengals de Cincinnati, puisqu'on suit toutes les équipes, mais de ce que j'en sais, il a jamais fait trop de vagues non plus. C'est pas un joueur à problème, quoi. Donc jusqu'à preuve du contraire, ça a eu l'air d'être un garçon bien élevé. On rappelle évidemment qu'il est bien élevé puisque il a été drafté, rappelons-le, par la plus grande franchise de NFL, à savoir les Saints de la Nouvelle-Orléans, bien évidemment. Mon Vince, il finit où, Trent Hendrickson, Bengals ou ailleurs? Les Bengals auraient tout intérêt de le signer quand même, moi je trouve, parce que là ils font un all-in. Alors le signer, je sais pas. Ouais, mais là c'est trop tard. Ils ont fait un all-in complet sur l'attaque. Hein, on en a parlé avec les cas de leur double receveur et de leur Higgins et de leur quarterback. Donc maintenant qu'ils ont sécurisé ça, c'est très bien, mais c'est quand même la pierre angulaire de cette défense des Bengals qui déjà prenait l'eau. Et Dieu sait que lui, il essayait de colmater les brèches un peu de partout, mais c'était une défense qui est somme toute assez jeune, assez fébrile, qui est assez perméable, et il était là en fer de lance, en tant que capitaine de cette équipe, en tête de proue, pour essayer de guider ces jeunes-là. Et c'est vrai que je leur donne pas beaucoup de crédit là aux Bengals, parce que je trouve que le cas est vraiment mal géré. On rappelle quand même qu'avant les signatures de Chase et de Higgins, pardon, les Bengals disaient même que c'était la priorité numéro 1 de le re-signer aussi. Donc, je trouve que là, il est repassé déjà en 3e position, alors que c'est pas ce qu'on annonçait. Et en plus, les déclarations, ce que tu as cité avant, c'est pas vraiment encourageant. Donc, je sais pas si son avenir s'inscrit chez les Bengals. En tout cas, une chose est sûre, c'est que s'ils ne le re-signent pas cette saison, et à mon avis, s'ils doivent le re-signer, ça va être à très cher. Ça risque,
il risque de partir agent libre et ça va faire un gros trou pour les Bengals. Mais il risque surtout aussi de faire la tête pendant toute la saison, ce qui serait déjà pas une très bonne Après, nouvelle. il a encore sa carrière à gérer. Oui. Il n'est pas en fin de Ouais, carrière. enfin bon, il est plus sur la fin que sur le début. Hein. Oui, il a 28 ans. Il a quand même Il a 28 30 ans. Non, il a 30 ans. il va pardon, avoir 30 ans. Ouais. 30 ans. Il avait 28 ans Ouais. à la signature de son contrat. Donc, bon. Ouais, donc voilà, tu vois, c'est pour lui potentiellement un dernier gros contrat dans sa carrière. Oui. Maintenant, ça reste toujours difficile à évaluer comme situation. Toi, Seb, c'est quoi ton regard dessus? Est-ce que les Bengals manquent de respect tout simplement à Trey Hendrickson? Ça me semble quand même compliqué maintenant de leur signer. Vu l'argent qu'ils ont dépensé sur les deux Gugus en attaque, là, nos amis Ja'Marr Chase et T. Higgins, ça me semble quand même difficile maintenant, même si Trey Hendrickson a dit « Moi, je suis pas là pour être le joueur le mieux payé défensivement », il n'en reste pas moins qu'il va pas signer pour 3 cacahuètes non plus. Exact, c'est le point que j'allais amener. Trey Hendrickson, il a été très clair là-dessus, il a déclaré qu'il ne voulait pas être le joueur le mieux payé de la ligue, c'est parce qu'il l'intéressait. Ce qu'il veut, c'est asseoir sa situation et donc son avenir, aussi bien professionnel que personnel. Il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs de football professionnels et donc qu'ils gèrent une carrière. Je voudrais revenir un petit peu sur la fameuse déclaration de la vice-présidente des Bengals, donc Katie Blackburn pour ne pas la nommer, qui a dit je pense sincèrement que Trey Hendrickson devrait être heureux à l'heure actuelle. Il a peut-être des prétentions qu'il ne peut pas atteindre. Stabiloter cette phrase, je vais y revenir. Il devrait donc être déjà heureux de sa situation et s'il ne l'est pas, il doit dire oui à un autre accord, mais quelle que soit sa décision, nous avons tout le respect du monde pour Trey Hendrickson. Cette dernière phrase, c'est quand même le petit coup de vaseline pour essayer de faire passer le truc, mais ça vient un peu trop tard. Il a peut-être... Je te respecte, voilà, mais quand je même, te respecte, mais fais ce qu'on te dit. Il a peut-être des prétentions qu'il ne peut pas atteindre. Est-ce qu'il faut rappeler que cet homme a fini la saison passée avec 17 sacs et demi et qu'il a terminé 2e au vote de Defensive Player of the Year? Faut mettre ça en perspective quand on regarde l'espèce d'horreur absolue qu'est la défense de Cincinnati, qui est absolument horrible à regarder. On parle quand même d'un club qui marque 30 ou 35 points en attaque à tous ses matchs pour en prendre 38 ou 40. Donc, il y a un moment, ça peut pas marcher. Comment tu oses parler de Trey Hendrickson, c'est un peu la fusée de détresse dans le Titanic, tu sais, c'est le seul truc qui reste après le naufrage. C'est le joueur qui surnage complètement au sein d'une escouade qui est en perdition totale. Comment tu peux oser tenir ce type de propos face à quelqu'un qui non seulement est plus que solide, qui est régulièrement parmi les meilleurs défenseurs de l'année, et qui en plus est, comme tu l'as dit Flav, un soldat exemplaire. Moi, je ne comprends pas. Et quand on regarde l'état du cap des Bengals, alors, il y a pire qu'eux, mais pour 2025, le cap space, il est à un peu plus de 23 millions 500. Comment, quand tu vois les contrats de Daniel Hunter ou de Myles Garrett, comment est-ce que tu peux signer un Trey Hendrickson avec 23 millions? Moi, je voudrais bien quand même qu'on m'explique quelle offre il pourrait lui faire. Donc voilà, 2 scénarios. Soit effectivement, il va servir de monnaie d'échange à la draft, ce qui pourrait tout à fait s'entendre. Parce que dans le cadre d'un trade, je pense que Cincinnati veut aussi s'assurer qu'ils vont récupérer quelque chose de valable pour eux. Soit à la fin de la saison prochaine, il sera free agent, il ira ailleurs, quelque part où il sera plus accepté, plus apprécié et plus respecté, et il va faire le bonheur d'un autre club. Ouais, alors juste sur le contrat et sur le cap space que restent les Bengals cette année, il faut pas oublier qu'il a quand même 21 millions de garanties encore cette année-là, donc pour 2025. Donc s'il est prolongé, donc soit le contrat il arrive pour après à partir de 2026, soit son contrat est revalorisé et prolongé, et auquel cas s'il le paye mettons 40 millions, ça fera plus que 20 millions de plus dans le cap space. C'est pas vraiment les 23, c'est pas les 23 dont tu parlais. Il y a déjà 21 millions de payés. En effet, autant pour moi. Non, Par contre, la question se pose aussi pour l'après, pour 2026, parce que là, on va avoir 4 contrats faramineux. Ils vont prendre de la place, hein, même si le cap space oui. aura forcément augmenté.
Voilà, les fans des Bengals vont dire le cap space sera augmenté. Oui, mais peut-être pas autant. Ouais, que les enfin, contrats de là à de pouvoir se Cap permettre Bonham. un autre contrat sur 4 ans à 40 millions ou quelque chose comme ça, peut-être pas. Là, c'est plus une augmentation, hein, c'est un coup de pied aux fesses qui prendrait le cap space. Moi, ce que je voulais dire, Oui, je voulais dire, c'est qu'en fait, les autres franchises, elles vont pas bouger. Bah non, elles n'ont pas intérêt. Non. Aucun intérêt. Parce que vu les déclarations, bon, et on va pas prendre un joueur, on va pas gâcher un premier tour de draft pour un joueur qui sera libre l'année prochaine. Donc, tu vas. Ou alors elles vont descendre les prétentions précisément à cause de ces déclarations. Exactement. En disant on va donner qu'un deuxième ou un troisième. Ah oui, mais tu donnes un deuxième et troisième. Moi, je préfère donner ça plutôt qu'un premier tour de draft. Bah oui. Donc, en plus, il pique en combien aux alentours de la 15e place. Les Bengals 18. Ouais, je crois par là. Ouais, 18 milieu ou 19. de tableau, quelque Je part par là. Je vérifie. Ouais. Alors tiens, ça me permet ça me permet juste avant Yaya que tu finisses ta phrase de faire un pont. Tous les jours, hein, vous retrouvez les besoins de chaque franchise pour la draft NFL sur The Playoff. Ça sera 13h tous les jours. Donc là, on en est, je crois que le dernier qui a été fait, c'est les Falcons d'Atlanta qui doit être en 16. Et on remonte comme ça l'ordre jusqu'au numéro 1 qui sera fait la veille de la draft qui se tient, on le rappelle, du 24 au 26 avril 2025 à Greenwich. Ils ont le 17e choix, Cincinnati. Je suis en train de vérifier. Et en plus, Cincinnati, c'est pas comme s'ils avaient des besoins partout, parce qu'on a parlé de la défense, mais leur ligne offensive, c'est même plus les portes de saloon. C'est au-delà, c'est des matadors, hein. Les gars, tu passes, mais faut voir. Donc, je regardais effectivement pour 17e choix. Corroborer ce que disait Yaya, quand on regarde juste le cap space restant dans les équipes de 2025, parmi les prétendants, moi j'en vois certains où je me dis que il pourrait aller chercher un Trey Hendrickson très facilement aussi si jamais il y avait un souci qui pourrait absorber facilement son salaire et le prolonger. Donc moi, je serais les franchises, comme Yaya, j'attendrai un peu, patiemment, de voir un peu ce qui se passe. Après, s'il y en a une qui veut vraiment bouger là-dessus, il va falloir qu'elle se bouge. Mais ça va être un joueur en location. Les Bengals n'ont pour moi plus la main sur le sujet, clairement. Ça va être un joueur en location. C'est une équipe qui va vouloir jouer le titre, à qui va manquer un rusher. Ils vont proposer, et puis voilà, pour un an. Et une équipe qui veut faire un all-in pour gagner un titre. Et puis en parlant de vouloir le titre, s'il partait, dans l'optique où il partirait, vous le voyez aller où, notre ami Trey Hendrickson? On a parlé beaucoup de Chicago, t'en parlais, Yaya. D'ailleurs, pendant un moment, Chicago, qui est le 10e choix de la draft, si ma mémoire est bonne, certains imaginaient qu'il pouvait y avoir un échange, justement, où Chicago échangerait sa place avec Cincinnati, avec Trey Hendrickson. Il y avait aussi des rumeurs qu'il l'envoyait à Washington, les Commanders, notamment, qui pourraient booster comme ça leur défense. Est-ce que c'est des feats qui vous semblent cohérents? Moi, il y a un autre fit, moi, que je vois, mais après, j'ai pas regardé le cap space. Moi, j'en ai un autre. Moi, vas-y. Il resterait chez les félins, hein, chez d'autres félins. Oui, je vois eux aussi. Ah non. Ouais. Moi, c'était pas eux, mais vas-y. Moi, je vois Détroit. Ça a manqué. Ils ont manqué de profondeur à fin de saison parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Moi aussi. 42 millions de cap space pour l'année prochaine. Contrat complètement absorbable, même avec une prolongation, une augmentation. C'est vrai que le fit serait incroyable. Après, à voir à pas trop déstabiliser cette défense aussi, qui fonctionne quand il n'y a pas trop de blessés. Mais voilà. Il change les deux coordinateurs, hein, attention, Détroit. Hein, donc, ça ferait une belle addition avec notre ami Aiden Hutchinson du côté de. Ah là, je peux. Là, tu mets des deux côtés de la ligne là. Il y a des QB qui vont avoir chaud, la NFC Nord, ça va être sympa. Et tu me poses la question, mais toi, Flav, tu le verrais où sinon? Alors, moi, je veux te dire, il y a un fit que
que j'imagine. Alors, c'est pas du tout une équipe qui joue le titre, et c'est une équipe qui, je crois, a un peu plus de 20 millions de cap space pour l'instant. C'est les Colts d'Indianapolis. Pourquoi ? Parce que ils ont recruté Lou Anarumo, le coordinateur défensif des Bengals, avec qui Trent Hendrickson a connu un certain succès. Et je me dis que c'est une équipe qui a énormément besoin dans le pass rush, les Colts, et pourquoi pas aller tenter d'aller chercher Hendrickson. Voilà. Moi, tu vois, c'est un fit qui peut se faire. Alors il y avait éventuellement les Falcons aussi, Oui, puisque j'ai entendu. il a une connexion avec Fontenot, qui était GM à l'époque qui était dans le staff des Saints quand il a été drafté. Le problème des Falcons, c'est que le cap space. Ouais. Pour les Falcons, il faudrait problème. vraiment un trade pour échanger à équivalent salaire, quoi. Parce qu'ils sont qu'à 10 millions Voilà. de space. Donc là, il y a un gros problème. Mais sur l'école, ça va être une réunion pour Anarumo, parce qu'il faut pas oublier que Trent Hendrickson était déjà un bon joueur chez les Saints, mais il a pris une totale autre dimension depuis qu'il est arrivé à Cincinnati. C'est quand même un joueur qui est passé de bon à excellent. Donc voilà, faut quand même. Il en a pas eu beaucoup, le pauvre Lou Anarumo ces dernières saisons, mais on va quand même lui donner ce crédit-là. Il a fait passer Trent Hendrickson à un joueur qui est Pro Bowl chaque année et qui est deuxième, Seb le rappelait, au classement du joueur défensif de l'année. Donc voilà, moi je me dis que pourquoi pas aller continuer à jouer sous les ordres de ce coordinateur défensif là. Voilà. T'as de la place toi chez toi, Seb? T'as de la place toi chez toi? Non. Pour le récupérer. Chez moi, il n'y a que 2 pièces, hein, ça va être juste pour l'accueillir. Non, mais j'y pensais aussi. Côté de San Francisco, alors attends, il faudrait que je regarde. En fait, les Niners, le truc, c'est qu'ils ont quand même un gros contrat avec Nick Bosa déjà. Voilà. Donc ça fait un bouteillage sur la ligne. Et il y a la re-signature Brock Purdy qui arrive. Brock Purdy, il y a la question qui va se poser là à un moment. Il y a un cas se pose déjà bien. Ça aurait été ailleurs que sur la ligne, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, ça fait 2 pions au même endroit, c'est bon. Non, je pense qu'on peut pas lutter. Moi, je pensais beaucoup à Chicago, notamment parce que Chicago a embauché en coordinateur défensif Dennis Allen. Qu'il connaît bien, du moins qu'il a bien connu pendant ses premières années, et puis aussi parce que Chicago aurait besoin quand même d'un gros coup de main sur son pass rush, 40 sacs la saison passée, 16e de la NFL, leur meilleur rusher c'est Montez Sweat avec 5,5 sacs, c'est pas terrible, et je pense que Chicago aurait besoin d'upgrader un petit peu sa défense dans ce secteur, ne serait-ce que pour soutenir l'effort qui sera fait en attaque. Mais Chicago, c'est comme les Falcons, 10 millions de cap space. Donc, ouais, voilà, il y a le souci de cap space. Donc il faut un trade équivalent salaire. Ouais, mais ils ont quand même, ils ont un choix dans le top 10, ils ont le 39e choix, ils ont le 41e choix, ils ont 6 sacrifiés leur draft, ils ont de quoi discuter, quoi. Oui, mais il faut passer du salaire aussi. Alors, si vous avez des problèmes de cap space, venez du côté de la Louisiane. Nous aurons toujours des bons conseils à vous fournir pour essayer de faire, par exemple, des void years ou des contrats qui seront payés dans 92 ans. Voilà, n'hésitez pas. De préférence quand les gens seront morts, comme ça, ils viendront pas le réclamer. Ou des photos de Roger Goodell en charmante compagnie pour pouvoir le faire chanter. Voilà, ou des ballons dégonflés. Ah non, ça c'est pas chez nous, ça, pardon. C'est parce qu'on est trop haut en fait au niveau du méridien. Enfin bref, Wake vous expliquera ça mieux que moi. Je vais pas trop rentrer sur l'histoire de dégonfler avec la pression atmosphérique. On attend sa vidéo explicative. En parlant de ballons plutôt que d'en faire sur Nicolas Candard, il ferait mieux d'en faire sur les ballons dégonflés. En parlant de ballons dégonflés, et Trey Hendrickson en reconstruction complète de la défense des Patriots. Pourquoi pas? Ouais, ça se défend. Ça se défend. En pierre de départ de la défense des Pats. 68 millions de cap space. Voilà, il y a de l'argent. Tout à construire. Pourquoi pas? Bref, il y a quoi faire niveau possibilité pour notre Trey Hendrickson. De toute façon, on sait très bien que quoi qu'il arrive, on ressort le podcast dans 4 semaines et on aura tout faux. Donc, surtout toi, oui. Mais on le fera avec plaisir.
Première semaine de mai, nous ressortirons le podcast. On va continuer à parler des Bengals, mais sous un autre angle. Les Bengals de Cincinnati qui sont aussi au centre d'une autre affaire, une possible affaire de déménagement de franchise. Alors, on en a eu quelques-unes. Enfin, Yaya, il en a connu beaucoup depuis les 88 ans maintenant qu'il est sur cette terre. Mais les autres, pour ceux qui n'ont pas l'âge de Pierre Tchernia, les déménagements de franchise, ça existe. On en a vécu dans ces dernières années, notamment les Raiders qui sont passés à Las Vegas, les Chargers qui sont passés du côté de Los Angeles, les Rams qui sont arrivés à Los Angeles aussi. J'aurais peut-être oublié quelques-unes, mais en gros, voilà l'idée. Les Bengals de Cincinnati pourraient eux aussi déménager, et pas dans 50 ans, en juin 2026. Pourquoi ? Parce que le contrat qui les lie au comté d'Hamilton et au Paycor Stadium arrive tout à fait à expiration. Alors, il y a des histoires de rénovation de stade, ça se passe pas très bien entre les dirigeants des Bengals et les dirigeants politiques du comté d'Hamilton, où se situe le stade. En gros, ils veulent faire des rénovations, et comme toujours, il faut demander de l'argent public, et les hommes politiques sont pas favorables à donner cet argent public pour une franchise qui brasse des millions dans un championnat qui en brasse encore plus. Voilà. Bon. Tout ça est extrêmement politique. Toujours est-il que, factuellement et sportivement, en 2026, le contrat s'arrête entre les Bengals et le stade. Et que la vice-présidente, la revoilà, celle-ci, décidément elle a été active pendant ce meeting des propriétaires, a dit, écoutez, nous, on veut bien discuter, mais on ne ferme la porte à aucune solution. Et si on ne trouve pas de solution avec le comté d'Hamilton, les Bengals quitteront Cincinnati en 2026. Simple coup de pression, Seb ? Grand classique. Non, c'est comme tu le dis. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Voilà, on a connu ce type de situation, et on sait bien que dans ces cas-là, ils le font, que ce soit la municipalité, enfin la ville ou l'équipe, ils le font pour le plaisir de leurs fans et l'amour de ce sport magnifique qu'est le foot. Non, c'est pour l'argent. C'est pour l'argent, voilà. Rêvez pas. Ils ne se sont pas trouvé une conscience d'un coup. Ils estiment que leur stade a besoin d'être rénové, ce qui est peut-être sans doute vrai, parce qu'après tout, le stade de 2000, le Paycor Stadium. Voilà, il aurait peut-être besoin d'un coup de neuf, d'avoir certaines installations. Ils veulent un toit, surtout, je crois. Mise à niveau. Ils veulent un toit. Ça va coûter cher. Parce que vu l'architecture du stade, ça va coûter bonbon s'il reste dans ces Mais ils ont déjà un quarterback, ils n'ont pas besoin du quarterback de Miami. Non, et commence pas toi, avec les quarterbacks à Cincinnati, on va avoir des ennuis. Donc commence pas avec les blagues non plus. Voilà, l'humour, c'est un truc de professionnel, t'es pas équipé. Plus que vous, les gars, excusez-moi. Moi, vous avez pour votre argent. Alors, je veux être payé pour mon humour, donc comme vous ne payez pas, vous avez les bacs de merde. Non, mais si tu veux être payé pour ton humour, c'est toi qui vas nous devoir de l'argent, Yannick. Propose pas un truc pareil, enfin. Tu tires une balle dans le cul, tu fais une plaque sécoburès. Tant qu'on parle d'humour et de professionnels, on salue Kevin Razi, évidemment. Monsieur Gaël Tchanikanian, on salue Kevin qui nous écoute très, très fréquemment. Et Gaël aussi. Et Gaël également, on salue Madame aussi, évidemment. Vas-y, mon Seb. Donc revenons-en au sujet. Oui, coup de pression classique. Des fans des Saints au passage, Kevin. Coup de pression classique de la part d'un club qui a des exigences vis-à-vis de la ville. Le souci, comme tu l'as dit, c'est qu'il va falloir convaincre les habitants de Cincinnati de mettre la main au portefeuille pour une ligue millionnaire, pour que d'autres millionnaires puissent jouer dans un stade qui va sûrement être millionnaire lui aussi. Et la période, au cas où vous n'auriez pas remarqué, aux États-Unis, la période n'est pas super rose économiquement actuellement. Donc, il va falloir sacrément argumenter pour que le public se retourne pas contre son club. Après, on verra bien. On sait que dans ces cas-là, il y a toujours de l'argent magique qui apparaît. Mais la question se pose quand même. Pour le moment, on en est juste au niveau du bon gros coup de pression à l'ancienne. La menace. T'y crois, toi, au déménagement, Yaya ? Vas-y, attention, Cory, attends. Cory, reprends ton petit papier. On va avoir la minute. Cette franchise ne sert à rien dans à peu près
Oh, 25 secondes, vas-y. Laisse le temps Alors, à Corinne déjà- de chercher son stylo, son papier. Voilà, tout à fait. Et, déjà, voilà. C'est une franchise. Voilà. Bref, hein, c'est toi qui l'as dit, et je n'en pense pas moins. Mais j'étais en train de regarder. Il y a quand même un aspect à prendre en compte, c'est que si une franchise déménage, il faut qu'elle reste à peu près dans le même périmètre maintenant avec les contours des divisions. Sinon, s'ils sûr, vont faut à l'autre que- bout oui, du pays, ah bah oui. eh ben oui, ils sont obligés de rester dans le nord. Oui et non, les Rams ont bougé. Oui, mais ils sont toujours, ils étaient toujours à l'ouest. C'était pas, enfin, c'est revenu un peu. Les plus Giants à aussi l'ouest. sont toujours à l'ouest, ouais, ça c'est un autre Ouais, problème. ouais, Saint-Louis. Oui, hein. alors écoute, avec toi, avec ta franchise là, dont tu as cité, qui gagne jamais rien. Alors excuse-moi. Allez hop. Et, ils sont même plus à l'ouest. Eux, ils sont même au pôle Nord. Mais non, Tu vas voir, j'ai une solution pour relocaliser les Bengals dans le coin après, vas-y. Finis ton propos. À Toronto. Par exemple, ouais. Non, mais honnêtement, avec ça, il faut que tu déménages pas loin. Franchement, la ficelle, elle est vachement grosse. On sait que plus la deadline arrivera. Est-ce que la NFL a envie de partir? Parce qu'en fait, c'est la NFL qui décide si elle doit partir. Il faut la validation de tous les propriétaires. Si les propriétaires disent non, vous déménagez pas, eh ben, ils pourront pas déménager. Il faut l'approbation de tous les autres propriétaires. Donc, elle peut mettre autant de pression qu'elle veut. Voilà, c'est tout. Après, il peut effectivement y avoir sur les élus une pression pour cracher au bassinet. C'est surtout pour que la franchise sorte le moins d'argent possible. Et voilà, après, c'est juste effectivement dans de la négociation. C'est tout. Après, moi, ils peuvent même aller à Honolulu. Moi, ça me dérange. Ah non, il y a déjà Marcus Mariota là-bas. Ah oui. Non, c'est pas faut pas trop de gens à Hawaï, pas trop. Bon, Vince, toi, c'est quoi ton avis sur ce déménagement? Un peu comme ça, c'est un gros coup de pression. On en a vu des franchises, que ce soit football américain, basket, baseball, hockey, toutes ces franchises-là qui mettent beaucoup de coups de pression pour avoir ce qu'ils veulent. OK, ici, au basket l'a fait. C'est une honte. Ouais, donc non, ce que je veux dire, c'est que c'est forcément un coup de pression. Forcément, ils ont une envie, ils utilisent ce levier-là pour essayer de faire passer la pilule et pour commencer à sonder la population, parce que mine de rien, on en parle, donc la population va être sondée, on va voir un peu ce qu'il va y avoir, et on va aussi voir les propositions qu'on peut leur faire. Parce que s'il y a des déménagements, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ville qui les accueille avec un stade qui va bien. Donc, quelle ville a déjà été équipée d'un stade et où veut faire des travaux dans son stade pour pouvoir les accueillir? C'est là où ça se pose question. En fonction des divisions, on en a parlé dans le Nord, c'est très dense niveau football américain. Entre Chicago, tout ça, toute cette mégalopole entre Chicago et New York, c'est très très dense en population et c'est très dense en franchise de football américain. Et c'est là où je voulais revenir, mon cher Flav, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. San Antonio. Ah oui, on l'avait oublié. C'était à la 19e minute du podcast. San Antonio au Texas, qui n'a qu'une seule franchise de sport américain professionnel et qui permet. Ouais, alors oui, ok, l'UFL, d'accord. Non, c'est une ville qui fait 500 000 habitants. Ils veulent des villes d'au moins 1 million, 2 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que tu racontes? La NFL. Tu racontes, il est fou. San Antonio, c'est la ville la plus peuplée des États-Unis qui n'a pas de franchise NFL. Bah oui. C'est une petite ville. 500 000 habitants à San Antonio. Alors déjà, moi, sur le dernier recensement, et là, je prends que le centre-ville, c'est 1 500 000 déjà. Ah, autant pour moi. Non, mais donc, en fait, ce que je veux dire, c'est plus que Dallas, au passage. Cincinnati verrait aussi une aubaine dans le sens où Dallas, c'est 2 villes, l'une collée à l'autre. Tu attirerais aussi. Attends, Vince. Non, si, je te redonne la parole après, mais là, c'est trop grave ce qu'il annonce. San Antonio, centre-ville de San Antonio, 1 495 000
habitants en 2023. Dallas, 1 303 000. Donc, D'accord. tu peux me dire Dallas, ce que tu veux. c'est Antonio est collé plus à peuplé que Dallas. Fort Worth. J'en ai rien à foutre d'où c'est collé. Je suis C'est pas la obligé- question que je te pose. Je Ah suis oui, mais obligé de. c'est comme Minneapolis et l'autre Oui. ville, je sais plus comment elle s'appelle. Saint-Paul. Saint-Paul, voilà. Et c'est pareil. La géographie, c'est pas ton truc, hein, ce soir, Et puis, vraisemblablement. les recensements non plus, visiblement. Ils travaillent pas chez l'INSEE, heureusement. En fait, c'est 500 000 selon la police, mais il y a 1 500 000 en vrai. Donc, Oui, bah excuse-moi. Je suis obligé de dire Vas-y. le petit message qu'a mis Seb dans le chat pour que tout le monde l'ait. Hein. Le bro, il a confondu Cousex avec San Antonio. Ah, tu prononces le X, c'est déjà bien. Celle-là, elle mais est très très bonne. Il a Bref. complètement craqué, le pauvre Yaya. Bref, vas-y, Non, mais Vince. j'étais persuadé. Non, je confonds avec Corpus Christi, alors certainement. Mais bon. Tout ça pour Oui, c'est Antonio, pas c'est le loin. centre-ville de Limoges, quoi. Et puis, il y a presque les mêmes lettres dans son Antonio et dans Corpus Christi. Moi, je sais que je confonds Bâton Rouge avec Seattle. Bon, c'est pas loin, quoi, tu vois. C'est pas- Ouais. On est presque. Ça appelle un on va continent à t'envoyer- traverser. Vince, il va te donner 2-3 sites sur lesquels chercher les nombres d'habitants. Alors, excusez-moi, les gars, mais De bon j'ai sens, pas une grande passion pour le Texas. Ouais, ouais. Bref, Pour la laissons NFL non Alex plus. Bengals Vas-y, Vince. verrait, je pense, d'un bon œil le fait de rejoindre aussi le Texas. On en a parlé tout à l'heure avec ces salaires non taxés. C'est plus facile d'attirer du monde. Donc, je pense que là aussi, ça peut y jouer. Après, on en parle tout le temps de cette extinction à l'international. La NFL, je pense, aurait une belle plus-value de faire une franchise à Toronto. Ou pourquoi pas, aller chercher du côté de Mexico. Alors, Mexico. le problème de Toronto, comme Ou j'y ai Londres. pensé pour la rigolade, le problème, c'est que avec les tensions géopolitiques Sydney. à l'heure actuelle, je t'imagine bien, ça va être un peu comme un épisode de South Park avec Terrence et Philippe, quoi. Les tensions géopolitiques, je veux bien, mais à un moment donné, le business reprendra. C'est un business. La NFL a un intérêt à s'implanter au Canada aussi pour essayer de tuer dans l'œuf cette Canadian Football League qui serait morte-née. Même si, attention, elle a eu de très belles années et elle en aura toujours. Mais voilà. Ou alors Mexico. Moi, je pense que Mexico pourrait être aussi une très très Après, très Mexico, belle ce chose. qui pose problème, c'est qu'il n'y a que 200 000 habitants, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ça le Il n'y a souci. que 200 000 habitants à Mexico, c'est pas non Et plus. le marché de l'Amérique du Sud, il est un peu compliqué pour la NFL depuis très très longtemps. Donc, Alors bon, c'est collé à d'autres villes, donc ça va. Oh là là, c'est catastrophique. C'est vrai Il y a un truc qui est certain. Mexico, c'est pas collé à Pékin, je crois, non, c'est pas ça? Il y a un truc qui est certain, les gars, c'est que s'il y a une nouvelle version du dessous des cartes, on vous appellera pas pour l'animer. Hein. Alors là, c'est foutu. Si c'était votre rêve, vous oubliez. Hein. Ah, c'est terrible. On rappelle que parmi les 4 du podcast, quelqu'un était prof d'histoire-géographie pendant 5 ans. Je tiens à préciser. Bon, voilà. Bon, C'est et pas alors, Yaya, rassurez-vous. Oui, alors écoute, on a vu dans le film Prof comment ça se passait. Hein. Donc, On voilà. parlera Wake. C'est pas un film, c'est un documentaire, c'est ça? L'expansion à l'international, t'y crois, toi, Seb, ou pas? Ah, alors Toronto, Toronto, ils ont quand même de la c'est- NFL, ils ont quand même de la NBA, de la NBA, de la MLS, de la MLB, de la NHL. Et puis, ils ont toutes les ligues importantes. l'expansion au Canada, c'est pour la NFL, c'est quand même une arlésienne. Depuis plusieurs années, souvenez-vous, il y avait eu des grosses rumeurs autour d'un déménagement des Bills. Pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. Si on reste sur le continent, sur la partie nord du continent américain, pardon, c'est peut-être crédible. Sur la partie sud, c'est un peu plus compliqué. Hein. On sait que ça fait très longtemps déjà qu'ils tentent de gagner des parts sur le marché latino-américain
aux États-Unis et c'est déjà un petit peu compliqué. Alors s'exporter carrément dans un pays d'Amérique du Sud, moi ça me paraît périlleux. Et puis Londres, non, soyons sérieux l'espace de 2 secondes. Londres, ça ne se fera pas. Ça va être trop compliqué pour les déplacements. Non, Londres, on rêve. Voilà. Londres, moi ça me paraît irréaliste. C'est comme le rêve du match NFL en France. Hein. C'est pas pour après-demain, si vous voulez mon avis, les gars. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Et il y a aussi une ville dont on n'a pas parlé aux États-Unis, et elle, pour le coup, a fait le plein des matchs de foot américains, c'est Saint-Louis. Saint-Louis qui a donc perdu les Rams, mais qui a une franchise UFL, et je peux vous garantir que Julien de Spring Football News vous dirait ça mieux que moi, mais le stade est plein à craquer à chaque match du UFL, et vraiment c'est une ville qui respire le football américain, qui se verrait bien réaccueillir une franchise dans les prochaines années. Pourquoi pas retour de la NFL à Saint-Louis. Ça a l'air de passionner Yaya, ce que je raconte, et peut-être en train de chercher le nombre d'habitants à Saint-Louis, j'en sais rien. Après, Saint-Louis, historiquement, pour le foot professionnel, ça remonte à très très loin. Hein. C'est une ville qui a eu des clubs professionnels depuis le début du XXe siècle. Il y a eu du on, il y a eu du off. Les Cardinals, ils sont originaires de Saint-Louis à l'origine. Donc, il y a... Ils étaient formés à Chicago et après ils sont partis à Saint-Louis. Ouais. Ouais, tout à fait. C'était Cardinals, c'était les futurs Bears qui sont partis à Saint-Louis, qui sont revenus à Chicago. Enfin voilà, il y a eu il y a un fond historique sur le football américain à Saint-Louis qui est indéniable. Donc ça ne m'étonne pas que l'UFL fasse le plein. Et si une équipe NFL devait à nouveau s'y installer, ils feront stade plein. Hein. Et puis il y a aussi une chose, c'est que dans le coin, il y a quand même quelques universités aussi, donc qui prennent beaucoup de place en football. Donc, on parlait de stade. Il peut y avoir au moins les premières saisons, les stades universitaires. Donc, oui, moi, Saint-Louis, tu vois, c'est pas déconnant, effectivement. Mais alors, moi, enfin, on va dire ce qui est. Il y a Columbus aussi, d'ailleurs, tiens, qui est toujours dans le même état, mais de l'Ohio, mais qui partirait de Cincinnati si ça partait pas. Je pense que ce serait plus resté dans l'état de l'Ohio quand même. Alors j'ai un dernier sujet qui va prendre 2 secondes parce que c'est une info qui est apparue ce lundi juste avant le podcast, mais je veux votre réaction là-dessus. Je sais pas si vous avez vu cette info de selon les bookmakers, Shedeur Sanders, la franchise favorite pour l'accueillir serait les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il glisserait jusqu'en 9e position et il serait possiblement, c'est les bookmakers qui voient les Saints comme favoris pour choisir Shedeur Sanders, qui était, on le rappelle, favori pour être numéro 1 il y a encore 2 mois de ça. Hein. Et qui pour l'instant... J'en avais parlé il y a quelques temps. Oui, t'en avais parlé il y a quelques temps. Et il y en a même qui disent, s'ils glissent jusqu'en 8e position, les Steelers pourraient faire un move de la 20e à la 8e position pour aller chercher Shedeur Sanders juste devant les Saints, ce qui est déjà, on le rappelle, arrivé aux Saints une fois dans la draft, que quelqu'un leur pique un quarterback juste devant leur nez. Je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire. C'était il y a quelques années de ça. C'était Kansas City avec Patrick Mahomes, qui avait trade up pour passer juste devant les Saints et pour piquer Patrick Mahomes. Voilà. Pour info, pour ceux parce que bon, il y en a chez les fans des Saints, c'est un peu resté en travers de la gorge, mais voilà. Est-ce que vous voyez sérieusement Shedeur Sanders possiblement glisser jusque la 10e place, quoi, être peut-être même pas choisi dans le top 10, parce que rien ne dit que les Saints vont le choisir non plus. Il y a tellement de besoins, notamment sur les lignes, qu'il est possible que les Saints passent leur tour. Hein. Et dans ce cas-là, ils pourraient glisser jusqu'à Pittsburgh en 20e position. Ça me paraît quand même incroyable. Toi, Yaya, tu le vois glisser Oui, moi je le vois glisser. Plus les mocks arrivent. Il va attendre dans la green room pendant 5 heures. Non, je pense pas jusque là. Il y a un truc qui joue en sa défaveur. Vraiment, son père. Tout le talent qu'il peut avoir. Ouais, son père. Son père. Le problème, c'est que du coup, j'avais vu passer un article. Enfin, t'as une ombre qui glisse tout de suite sur le coach, quoi. Même s'il dit, ouais, je reste à Colorado, machin, truc bidule.
Ouais. Il a prolongé d'ailleurs à prime Colorado. time. Oui, mais un contrat, ça se casse. Ah oui, bien sûr. Et puis, vu le montant du contrat, il est même possible qu'il arrive en NFL un jour. Hein, ça, c'est... Bon courage à l'équipe Alors, qui va choisir Shedeur Sanders. Hein, ça. ouais, c'est ça. Après, tu vois, quand tu regardes, ok, Les Browns, ça serait tellement un bon fit. Les Browns, ça serait tellement... les Browns, je pense pas. Tu vois, malheureusement, non. Les Giants, non. Et alors, après, dans les favoris, c'est donc les Saints. Ensuite, il y a les Giants. Ensuite, les Browns. Ensuite, les Jets et les Steelers. Voilà. Parce que les Jets se choisissent en 7. Ils pourraient aussi, pour prendre quelqu'un derrière Justin Fields. C'est possible aussi. Le problème, c'est que tu mets Justin Fields dans des... Enfin, pas forcément dans les meilleures conditions, quoi. Parce vous que, voulez réagir, encore une fois, à cause du père. Non, vous n'avez pas envie de réagir. Vous faites très bien, ça ne vaut pas de réaction. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je suis un petit peu. Enfin, les capacités de Shedeur Sanders au niveau professionnel, elles me font un petit peu lever un sourcil. Donc, ça serait une surprise s'il glissait alors aussi bas. Tout est relatif. Hein, on parle pas d'un QB qu'on attend first pick et qui glisserait au 3e round. Mais ce serait une surprise, mais peut-être pas tant que ça au final. Je vais regarder ça très attentivement le soir de la draft en tout cas. Voilà. Ouais, non, moi j'ai Voilà. pas grand-chose à Et dire. la réaction de Vince, ce sera ouais. Très bien. Si ce n'est qu'effectivement les cas entre les pères et les fils, les pères qui influent un peu trop dans la vie professionnelle de leur fils, ça me fatigue. Moi, je trouve que c'est gâcher des carrières. Et là, on le voit parce que c'est des professionnels qui ont du talent, qui sont bourrés de talent, mais sur tous les terrains amateurs, que ce soit de France ou de Navarre, on a ce cas-là de gens qui suivent leur fils par procuration et qui espèrent voir en leur fils la carrière qu'ils n'ont jamais eue, et je trouve ça malheureusement décevant. Là, c'est encore autre chose. Je fais pareil avec ma fille et sa carrière de danseuse classique. Moi. Oui, c'est la carrière que j'ai jamais eue. Oui, mais tu aurais eu ta chance dans Fantasia. Sans doute. Vas-y, tu voulais dire un truc intelligent pour une fois. Non, mais il rigole. Non, il peut plus. Il rigole de ses propres blagues. Oui, c'est mon côté Laurent Ruquier. Non, mais je trouve que en fait, Deion Sanders, c'est un cas à part. C'est juste qu'il est coach, que c'était un joueur NFL qui prenait particulièrement la lumière, qu'il a coaché son fils en universitaire. Voilà, et que il est peut-être appelé, enfin, si tu veux, au moindre contre-performance, même si son joueur, si le fils n'est pas sur le terrain, tout le monde va scruter ce qu'il fait dans le stade. C'est tout. Ça va amener de la distraction. Alors, c'est une franchise qui est stable. Pourquoi pas une franchise un peu brinque-ballante. Suivez mon regard du côté qui joue en vert du côté de New York. Qui joue en orange du côté de l'Ohio, c'est drôle. Ça peut aussi. Oui, tout à fait. Ça peut aussi. Bref. Ça, c'était pour l'actu NFL. Alors, je vais vous donner, évidemment, vous continuez à aller écouter Warm-Up, First Pitch, N1. C'est quoi le thème d'N1 ? Là, on était avec nos plus beaux costumes, notre smoking, les tenues de bal et tout. C'était pour les awards. On a fait les awards. Non, en fait, t'es censé donner envie aux gens de l'écouter. Oui, on a remis les awards de TFA qui ont voyé en MVP. Alors c'est The Playoff maintenant, mais bon, c'est pas grave. Oh là, le rendez-vous à la compta. Je sais rien. On va dire TFA enfin. Ah ouais, merde. Oh la vache. C'est dommage, on t'aimait bien. Salut mec. Salut l'artiste. Ouais. Salut mon pote. Salut mon pote. Salut. C'est vrai que t'as un côté Drucker comme ça. C'était formidable. C'était bien. Bon, les amis.
Ouais, je vais pas réussir à finir ce truc. Il est parti à rigoler, il va nous refaire le Rennes dans moins de 3 Ah secondes. non, c'est pas un rêve, c'est un Les lapin. prochains podcasts, les prochains podcasts et les prochains lives. Et là, il y a du lourd qui arrive sur les antennes de TPO, de The Playoff. Ce mercredi, nous allons enregistrer, donc le podcast sortira jeudi, un podcast de D1 en présence de Yanis Paulin, MVP français de la saison 2024, qui joue pour les Iron Mask de Cannes, le running back qui est très bien parti pour être encore MVP d'ailleurs cette année, et on va le recevoir dans le podcast. Il nous fera l'amitié d'être avec nous, avec Mathias et avec Jean. J'en profite pour saluer encore une fois Julien qui sera de retour avec nous la semaine d'après. Et ce lundi 14 avril, ne ratez pas, sur les coups de 21h, alors l'heure est pas encore fixée, 21h, 21h30, on vous dira ça sur les réseaux sociaux, le premier live de saison ELF des Paris Musketeers qui revient. On aura avec nous un invité, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions sur la billetterie, sur l'organisation de la franchise, sur l'effectif. On vous rappelle que Nicolas Candard, notamment, a signé ces dernières heures avec les Mousquetaires. Donc voilà, on va faire un live où vous pourrez poser toutes vos questions aux dirigeants de la franchise de Paris avant la saison de LF qui reprendra le 17 mai par un match au Stade Bauer entre les Paris Musketeers et le Rennes Fire, double champion ELF en titre. Voilà pour les prochains rendez-vous sur The Playoff. Merci Seb, merci Vince, merci Yaya d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine, ou pour, si vous aimez la D1, à la fin de semaine. Et à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao les Tayens. Ciao, bye.